Jean-Noël Capferrer, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste des marques, mais surtout un spécialiste mondialement connu sur les questions du luxe et sur les stratégies des sociétés de luxe. Et vous venez de publier Luxe, nouveau challenge, nouveau challenger aux éditions Erol. Alors, dans ce livre, vous parlez de tous ces nouveaux challenges du luxe, et je voudrais citer votre introduction. Le luxe, c'est le seul secteur où la croissance crée un problème. Absolument. Et d'ailleurs, ce challenge n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Le luxe n'a pas été inventé pour la masse. Le luxe, c'est un art de vivre qui permet aux élites, quelles qu'elles soient, de se différencier. Donc il y a une dimension différenciation. Le luxe n'est pas fait pour tout le monde. Voilà. C'est une industrie qui est partie, non pas du garage, mais de l'atelier, qui a grandi de façon simple, etc. Voilà. C'était son avenir, c'était de rester une micro-industrie. Or aujourd'hui, c'est une macro-industrie. C'est une macro-industrie parce qu'il y a une faim de luxe dans le monde, faim F-A-I-M, c'est-à-dire que ce qui n'est pas nécessaire devient indispensable. Y compris dans les pays émergents et surtout dans les pays émergents, parce que les pays émergents veulent rattraper le temps perdu et les pays émergents en ont assez d'être des sous-pays et ils veulent s'asseoir à la table du banquet. Mais le luxe n'a peut-être pas la même signification dans les pays émergents. Alors, les pays émergents n'ont pas de conception du luxe. Les pays émergents, le luxe, c'est ce que nous leur avons vendu. Je le dis parce que je fais beaucoup d'études sur le terrain pour comprendre ce que c'est que le mot luxe. Il y a 4 façons de dire luxe en Chine. Il y a plusieurs façons de dire luxe en japonais. Et alors, je leur dis... bon. C'est peut-être pour ça que certains nouveaux riches de Shanghai portent 3 montres ou 4. Absolument, ça permet d'augmenter les volumes per capita. C'est une source de business. Non, mais non. Alors, il faut bien voir une chose, c'est que dans tous les pays occidentaux, le mot luxe se dit de la même façon. Luxus, lux, luxe, luxury, etc. Dès que vous allez en Asie, le mot explose. C'est-à-dire qu'on vous dit, mais de quoi parlez-vous? Est-ce que vous parlez de la dimension qualitative? Est-ce que vous parlez de la dimension fast? Est-ce que vous parlez de la dimension esbrouf? Est-ce que vous parlez de la dimension artisanale? Donc déjà, il n'y a pas un mot. Alors, ils s'en sortent. Par exemple, les Japonais ont inventé un mot qui est lugujuri. Lugujuri, c'est la version japonaise de luxury. Et je leur dis, c'est quoi le lugujuri? C'était les marques qui sont dans les grands magasins. C'est-à-dire que le luxe, pour eux, désormais, c'est non pas une essence, un concept abstrait, mais en réalité, ce qu'on trouve dans les malls Shanghai 66, Plaza 66 à Shanghai, sur Nanjing Road, ou bien les malls japonais, etc. C'est-à-dire, c'est notre luxe occidental. Et pour l'instant, il y a une espèce de colonisation de l'esprit asiatique par le luxe occidental. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal, et les Japonais l'ont montré, les Japonais n'ont jamais sorti de marque de luxe internationale, parce qu'ils sont complètement infiltrés par la conception occidentale du luxe, et ils ne peuvent pas faire mieux que nous. Ils ne peuvent faire que du luxe local, avec des kimonos, etc., etc. Donc pour l'instant, c'est une conception et un logiciel occidental qui domine la vision du luxe mondial. Un logiciel encore largement franco-italien, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, il faut reconnaître qu'il est peut-être italien-français, d'ailleurs. Nous, on dit franco-italien, mais les Italiens ont tendance à penser qu'ils sont plus le pays de l'élégance, le pays du savoir-vivre et du savoir-être. Mais c'est vrai, en termes de production, alors, dans ce qu'on appelle le luxe personnel. Le luxe personnel, c'est votre montre, c'est votre cravate, c'est les bagues, c'est tout ce qui est le luxe qui se porte. Donc là, la France et l'Italie ont un leadership depuis très longtemps. Sur le luxe automobile, c'est l'Italie et l'Allemagne, ou l'Allemagne et l'Italie. On y reviendra, voilà. Jean-Noël Capferrer. Alors, deuxième challenge, c'est celui des nouvelles technologies. Peut-on marier le luxe avec le digital? Alors, le luxe des services, oui. Le luxe des produits, c'est moins évident. Reconnaissons d'abord une chose, c'est que le luxe n'a jamais parlé du futur. Le luxe n'aime pas parler du futur. Or, la haute technologie, les nouvelles technologies, par définition, c'est le futur. Et c'est un futur qui va devenir présent très vite, donc qui va devenir obsolète. Et pourquoi le luxe parle du passé? Parce que le luxe, parlant du passé, parle de quelque chose que la plupart des nouveaux entrants n'ont pas, c'est-à-dire un passé. Donc, parler du passé, c'est de mettre en avant une exclusivité de l'Italie et de la France. Deuxièmement, c'est faire de la noblesse et du prestige. Troisièmement, c'est créer une barrière à l'entrée par rapport à toutes les marques premium qui disent « j'ai un produit supérieur à toi, oui, mais vous n'avez pas de passé. Donc, vous n'avez pas le prestige. » Apple ne pourra pas faire du luxe. On ne pourra pas faire une Apple Watch de luxe. Apple fait surtout de la mode. Il peut rajouter quelques diamants, mais il est fondamentalement dans le futur. Voilà, c'est ça. Et là, il y a un challenge. En revanche, dans les services,
l'hôtellerie de luxe sera forcément digitale parce que c'est une façon de renforcer le service personnalisé. Parce que l'obsession de l'hôtellerie de luxe, c'est la personnalisation. Et la personnalisation, soit on repose sur le concierge et son petit carnet qui, à un moment donné, se souvient très bien de chaque client et de ses marottes, etc. Soit on rentre dans des CRM de plus en plus sophistiqués qui arrivent effectivement à précéder vos désirs. Avant même que vous ayez réservé votre chambre à Manhattan, ils savent déjà ce que vous voulez. Et ça, c'est du CRM, c'est du big data, etc. Mais c'est du big data caché. Alors vous parlez, Jean-Noël Kepferrer, d'un troisième challenge auquel on ne pense pas obligatoirement, qui est celui du développement durable. Le luxe doit se mettre au développement durable. Alors, premièrement, on peut dire que ontologiquement, le luxe, c'est l'opposé du fast fashion. Et c'est même l'opposé de la mode. C'est-à-dire que quand vous achetez un produit de luxe, historiquement, vous pensez qu'il va durer, c'est Patek, Patek Philippe, cette montre, vous ne la possédez pas, elle ira à vos enfants. Il y a une mode du luxe. Absolument. Alors le luxe est à la mode, mais il n'est pas à la mode. C'est ça, c'est que le luxe est à la mode parce que tout le monde estime avoir besoin d'un produit non nécessaire. En revanche, la mode, c'est l'obsolescence programmée, systématique. Or, il y a une espèce de modification du luxe, modification au sens où les phénomènes de mode s'emparent du territoire de luxe. Regardez Vuitton, quand Vuitton est allé chercher Marc Jacobs, il est allé chercher un designer de mode. Il n'est pas allé chercher un artisan supérieur. Parce que la mode, c'est ce qui apporte l'oxygène dans les médias. C'est ce qui nourrit les réseaux sociaux. C'est ce qui nourrit ce qu'on va mettre sur Instagram. C'est ce qui nourrit ce qu'on va mettre sur Facebook. Donc la mode, c'est une espèce de respiration permanente dont avait besoin le luxe. Mais l'erreur, ça serait de passer d'un business model de luxe qu'on pourra exposer à un business model de mode. Le business model de mode, fondamentalement, il n'a pas besoin du passé, il n'a pas besoin du futur, il est dans un présent renouvelé en permanence. Fondamentalement, ne pas perdre le point de repère du business model du luxe. On y reviendra. Quatrième challenge, on l'a évoqué au début de la conversation, la mondialisation. La mondialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement qu'il y a deux types d'acheteurs désormais. Des gens qui ont déjà tout, c'est-à-dire les pays matures, qui ont déjà tout vu, pour qui tout ça c'est l'histoire ancienne et globalement on fait partie des murs. Et il y a les pays nouveaux qui sont en recherche de statut. Et vous savez, ce n'est pas un hasard si Vuitton a remarquablement réussi en Chine. Parce que la réussite de Vuitton en Chine, elle dit deux choses. Elle dit, ça y est, la Chine est là, nous consommons les mêmes marques que vous. Et en plus, en Asie, dans les pays émergents, il n'y a pas cette notion de différenciation où chacun veut avoir un produit différent des autres. En Asie, la conformité est la base. Donc la réussite, elle est globale et elle profite, c'est the winner takes all, un concept assez classique. Au Japon, tout le monde a un Vuitton. Absolument, parce que... C'est encore du luxe. Absolument, absolument, parce que la conformité, ce que nous appelons la conformité avec notre regard occidental, c'est en réalité être différent comme les autres. Voilà. Et donc, on va avoir différents prix de sac. L'office lady, c'est-à-dire la secrétaire, n'aura pas le même prix, le même sac tout à fait en prix que la femme du PDG. En revanche, elles partagent la même marque parce que partager la même marque, c'est partager le même drapeau, la même fierté. Donc on est dans des logiques, comment dirais-je, les pays émergents nous font exploser nos cadres classiques de réflexion dans les pays matures où là, dès que vous avez la même cravate que votre voisin, vous dites il y a un problème, il faut que je change de cravate, voyez. Alors, défi majeur dans cette mondialisation, la Chine, énorme marché, mais aussi, est-ce que la Chine peut créer son luxe? Elle a déjà commencé. Alors premièrement, la Chine, j'enseigne à Pékin, c'est très intéressant parce que j'enseigne à Pékin à des gens qui ont déjà tout réussi. Ce n'est pas les étudiants, c'est des managers ou d'anciens sous-traitants qui ont déjà monté leur boîte, etc. Et alors, ils veulent absolument, et ils suivent ces cours pour dire, nous aussi, on veut créer nos marques de luxe. Alors, ils ont deux handicaps, les Chinois. Premièrement, ils veulent aller très vite. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour dire je vais attendre 100 ans, votre histoire c'est sympathique, mais le monde, moi je suis là, je suis un entrepreneur, donc il faut que je fasse une marque de luxe dans 10 ans. Bon, alors on leur explique qu'on peut faire une marque de mode en 5 ans, en 10 ans. Une marque de luxe c'est plus compliqué. Même Christian Lacroix a eu du mal, vous voyez, puisqu'à un moment donné, Bernard Arnault a arrêté. Bon. Les Japonais ont toujours eu du mal à créer des marques de luxe. Et ils ont eu du mal à créer des marques de luxe internationales. Il y a, si vous aimez le Japon, si vous connaissez le Japon c'est le pays de la qualité totale. Le Japon a fabriqué Hermès. J'ai rencontré à un moment donné le patron de la qualité mondiale de Hermès, c'est l'ancien patron d'Hermès Japon, un japonais. Et il me disait, on recevait toutes les porcelaines et les produits d'Hermès au Japon et on en renvoyait la moitié en disant, les gars, vous n'avez pas compris,
on va vous apprendre ce que c'est que la qualité. Donc on peut dire que la qualité Hermès, dont tout le monde actuellement s'exclame devant, hein, a été créée par les produits revenant du Japon en disant vous n'avez pas compris. Ok, donc le Japon c'est une conception du luxe qui est la qualité totale mais à un niveau obsessionnel. Et ça c'est aussi vrai dans la grande industrie d'ailleurs, c'est pas vrai dans les... Bon. En revanche, c'est un pays qui n'arrive pas à exporter, qui n'est pas très créatif et qui n'arrive pas à exporter. C'est-à-dire qu'il y a très peu de PDG japonais dans le monde entier. Les conseils d'administration au Japon, il y a très peu d'étrangers dans les conseils d'administration. C'était une île. Alors, est-ce qu'on ne va pas rencontrer le même problème? Est-ce que les Chinois ne vont pas rencontrer le même problème? C'est-à-dire créer un luxe chinois, mais qui va avoir du mal à s'exporter? Alors, il y a un luxe chinois qui s'exporte, c'est celui dont les créateurs chinois font preuve. Ce sont ceux qui sont membres de la Chambre de la haute couture à Paris. Mais ce sont des Chinois qui en réalité vivent à Paris. Qui vivent à Paris. Comme Kenzo vivait à Paris. Absolument, ce sont, etc. Mais de là-bas, ils vont vouloir aller très vite et ils vont vouloir avoir des réseaux de distribution qui grandissent très très vite en disant il me faut tout de suite 10 magasins à Shanghai, 10 à Shenzhen, 10 à Macao, 10 à Hong Kong, etc. Donc ils n'ont pas cette notion de sélectivité. Paradoxalement, peut-être parce qu'ils sont encore dans une idée d'un pays de plus d'1,5 milliard d'individus, prendre son temps et maintenir la sélectivité, c'est quelque chose qu'ils comprennent sur le plan intellectuel, mais l'aspect businessman foncier du chinois, c'est « ouais, mais j'aimerais bien aller plus vite ». Voilà. Et ça, c'est une difficulté. Jean-Noël Capferrer, le luxe, nouveau challenge, nouveau challenger. Merci beaucoup.